I feel that I can't live without a lover, a killer who needs you. Some other night I feel the call of paradise. Oui, ça c'est mon Dali à moi, justement. On a déjà fait beaucoup de livres sur Dali, sur sa création artistique, sur son passé, son enfance, etc. Donc je n'ai pas la prétention de faire une biographie de Dali, je n'ai pas la prétention non plus de parler de son art. C'est mon Dali à moi, c'est-à-dire celui que j'ai connu. J'ai passé 15 ans avec lui, je l'ai rencontré en 65, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Le Dali d'Amanda, c'est-à-dire c'est notre relation amicale, amoureuse qui a duré toutes ces années. C'est mon Dali à moi, il n'y a personne d'autre, il est évident, et le Dali que je décris dans mon livre n'a rien à voir avec le Dali qu'on a vu à la télévision. D'ailleurs, dans le livre, sur ça, je le découvre un petit peu, mais pas totalement. Oui, il reste toujours un petit peu caché. Un Dali privé, c'est quand même un monsieur aussi assez terre-à-terre qui mange des côtelettes au petit déjeuner, etc. Enfin, au déjeuner de midi, pas au petit déjeuner. Et qui n'a pas besoin d'avoir du génie à toutes les minutes. Pas toutes les minutes, en effet. Il a aussi ses faiblesses, j'en parle dans mon livre, il a ses peurs, ses angoisses, comme tout le monde, ses préoccupations. Et c'est ce Dali-là beaucoup plus humain que j'ai connu et qui m'a en fait séduite. J'étais tombée amoureuse de l'homme beaucoup plus que du peintre. Parce que c'est vrai qu'au départ, ma peinture est un petit peu influencée par lui, mais Dali on en n'était parlera pas, tout à l'heure de peinture. Voilà, oui. c'était pas mon peintre préféré, disons au départ. J'ai donc rencontré Dali au bon moment, ça c'est devenu... Il m'a fasciné parce que je me suis dit, tiens, c'est aussi lui un espèce de gourou, un de ces prophètes qui parle et qui est un peu visionnaire. Et finalement, je me suis très vite rendu compte à quel point il m'était indispensable parce qu'il m'a vite nettoyé la tête de toutes ces fausses idées, de toutes ces erreurs, de cette confusion. Il m'a vite aussi mis sur une autre voie plus classique. Il m'a appris tout ce que je savais d'histoire de l'art, de peinture, de littérature. J'avais jamais lu Proust, je connaissais personne. Et il a tellement évidemment compté qu'à ce moment-là, je me suis dit, dans le fond, Dali, c'est quoi? Il remplace mon père, forcément, parce que je n'en avais pas, mais aussi c'est un professeur, c'est mon gourou, c'est mon prophète, c'était tout ça en même temps, ce genre de... Et moi, pour lui, je suppose que, n'ayant pas d'enfant, je représentais aussi une espèce de fille spirituelle qu'il aurait aimé avoir avec sa femme, ils ne l'ont jamais eu, une compagne de jeu aussi, un modèle, puisque je posais pour lui, tout ça à la fois. Alors on s'est bien trouvé, disons. Dali a quand même beaucoup choqué et il m'a conseillé dans cette direction. Il m'a appris que si on voulait laisser une empreinte durable dans cette société, il fallait la choquer à tout prix. Il fallait secouer le bourgeois, il fallait se faire remarquer. Ce sont des choses que les gens n'oublient pas. Il disait d'ailleurs en plaisantant et au figuré, il faut flanquer un grand coup de pied dans le tibia aux gens que l'on rencontre et ils se souviendront de vous toute leur vie. Et c'est vrai, évidemment, parce qu'il me dit que chaque fois qu'ils vous reverront, ils disent « Oh, ça c'est ce cochon-là qui m'a flanqué un coup de pied, j'ai encore mal. » Donc ça marque. Et au figuré, en fait, ça veut dire à chaque fois taper un grand coup, et là, les gens s'en rappelleront toujours. Il ne faut pas être gentil, parce que les gentillesses, les gens les oublient. Alors ça, c'était la théorie de Dali, et nous avons fait la même chose, disons, moi, voulant me lancer dans le show business, j'ai moi aussi tapé un grand coup, en avant l'ambiguïté, la sexualité, le scandale, des photos toutes nues dans les journaux. Bon, tout ça a été évidemment de très mauvais goût, mais tout ce que je vois, c'est que encore maintenant, 6-7 ans après, les gens s'en rappellent, alors qu'ils ne se rappellent plus du tout du nom de mes premières chansons. Ça, on l'a oublié. I am a glossy photograph. I am in color and softly lit, overexposed and well blown up, carefully printed and neatly cut. La carrière de chanteuse, il faut le dire, c'est une chose éphémère, ça durera 2-3 ans. Peut-être que l'an prochain, il y en aura une autre plus blonde, plus jeune, plus moderne que moi, et on ne parlera plus d'Amanda Lear ni de ses chansons. C'est pour ça que la peinture m'intéresse plus, parce qu'il est certain que jusqu'à 80 ans, je peindrai, mais je ne chanterai pas, rassurez-vous, jusqu'à 80 ans. Donc je suis tout à fait consciente de ce côté éphémère du show business. Cependant, vous restez une chanteuse, vous venez de sortir un dernier super 45 tours. 45 tours, l'Assassine, oui. Vous savez, l'Assassine, vous savez, parce que je veux finalement m'assassiner un petit peu moi-même. C'est vrai que moi, j'essaye toujours de détruire cette image d'une Amanda frivole, superficielle qu'on a. Et dans ce disque, je me suis dit, tiens, en l'appelant Assassine, je vais l'assassiner, cette Amanda, parce que j'aimerais bien changer d'image, mais c'est très dur. Là, je viens d'accepter un rôle dans un film allemand avec Tchéky Karyo, qui est un très bon acteur français, dans lequel je jouais une doctoresse russe. Justement, c'était pour essayer de sortir de cette image stéréotypée
d'une Amanda, paillettes, strass, blonde platine. Moi, je voudrais petit à petit en sortir de cette image. Et les disques, bon, évidemment, quand on me fait chanter, le public s'attend à me voir éblouissante, toujours, musique disco, etc. Mais enfin, et en même temps, vous voulez répondre à cette attente et vous vous en amusez. C'est de la schizophrénie, je me regarde chanter et puis je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je devrais être chez moi en train de peindre, de faire des choses beaucoup plus durables, beaucoup plus sérieuses que ça. Mais enfin, je ne vis pas encore de ma peinture. Peut-être à partir de Lausanne, on ne sait pas. Il m'a fallu 15 ans avant d'avoir le courage de faire ma première exposition, il y a 3-4 ans. Et ça, c'était parce qu'au départ, Dali m'avait découragé. Dali m'avait dit, les femmes ne savent pas peindre, les femmes n'ont pas de talent, ça c'est un truc d'homme, la peinture, le talent, c'est la virilité, c'est une chose. Regardez Vermeer, regardez au temps de Vermeer, évidemment, les femmes faisaient des omelettes à la cuisine, elles ne faisaient pas de la peinture. Dali m'a appris surtout la technique, parce que je sortais des Beaux-Arts, et j'avais subi l'influence d'un professeur, comme tous les élèves des Beaux-Arts, qui m'avait appris toutes ces choses-là, le dessin, la perspective, mélanger les couleurs, ça. Et Dali m'a dit, oubliez tout ce qu'on vous a appris, parce que tout ça, finalement, c'est l'enseignement qui ne veut rien dire, et regardez-moi peindre tout simplement. Alors je l'ai regardé en effet, et là j'ai appris, c'est-à-dire la petite cuisine technique, comment il faisait pour préparer ses fonds, comment il mélangeait sa peinture, combien il mettait d'huile de lin, toutes ces choses-là pratiques. Et petit à petit, avec des modèles vivants qu'il faisait venir dans son atelier, il s'est mis aussi à m'apprendre à dessiner en corrigeant mon dessin au fusain, mon trait, les proportions, là c'est trop sombre, c'est trop clair. Donc c'est une chose purement technique. Maintenant, son enseignement au point de vue inspiration, c'est toujours pour Dali la Grèce, la mythologie, la religion, toutes ces choses-là. Mon inspiration n'est pas nécessairement la même. Ils sont masqués, oui, ils sont masqués. Vous savez, la peinture, c'est une psychothérapie. Pour moi, je ne m'analyse pas. Bien sûr, je peins pour me débarrasser, moi, de mes problèmes, de mes angoisses, de mes trucs. Alors, je mets tout ça sur la toile, puis que les psychologues se débrouillent. Mais je pense que c'est par pudeur que je ne fais pas les visages. C'est pas de l'impudeur, à mon avis, de faire les gens nus. Au contraire, on pourrait être tous tout nus dans la rue, et on se ressemble tous à quelques kilos près, tandis que nos visages sont tous différents. C'est nos yeux, notre sourire. C'est ça qui est intéressant. Voilà, ça nous révèle. Et c'est pour ça que je les voile par pudeur, parce que je trouve que c'est beaucoup plus érotique. Sans visage, c'est beaucoup plus mystérieux sans visage. Je suis pour les voilettes d'ailleurs. Et pour le moment, je préfère pas seulement la fesse, mais enfin disons le dos, la colonne vertébrale, les muscles dorsaux. Tout ça m'intéresse beaucoup plus que le visage de face. C'est aussi pour donner une dimension un petit peu plus insolite à mes personnages. J'aime bien les placer dans un paysage de rêve, toujours un beau ciel bleu, mais faire sentir qu'ils sont tout de même angoissés. Je ne veux pas, ceci dit, faire une peinture angoissante, hein, parce que c'est dur, vous savez, de vivre chez soi, si on y pense, avec au mur un tableau qui vous fait un peu peur, parce qu'on le voit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi, je vois personnellement, quand j'achète un tableau, ou quand je choisis un tableau, il faut que ce soit un tableau avec lequel je puisse vivre pendant plusieurs années, tous les jours, en le regardant. Je cite souvent, bon, Guernica, qui est un tableau magnifique, mais imaginez d'avoir Guernica dans votre salon, vous ne pourriez jamais prendre votre petit déjeuner en regardant Guernica. Donc il faut un tableau qui s'intègre à notre vie et qui nous fasse rêver, qui soit poétique, qui nous calme et en même temps qui nous incite à l'évasion, mais surtout pas qui nous donne des cauchemars.